Alors, bon matin à tous. Bienvenue à cette belle présentation des 20 minutes des CPA avec le regroupement des CPA de l'Estrie. Le sujet aujourd'hui, planifier sa relève et sa sortie. Quel sujet intéressant pour nos entreprises québécoises. C'est avec M. André Filion, CPA de Blue-Main. Ce sera M. Olivier Gérard de CPA, qui est directeur de la Banque TD, qui présentera M. Filion. Mais avant, j'aime toujours saluer mes partenaires majeurs, le Centre de services scolaires de la région de l'Estrie, les CPA de l'Estrie, Desjardins Entreprises, MNP, l'Assurance collective des chambres, Promutuelle Centre-Sud du Québec, Sherbrooke-Innopol et l'Université de Sherbrooke. Alors, il y aura des questions. Après la présentation, si vous voulez, il y aura la période de questions. Mais M. Filion me disait, si vous voulez intervenir dès qu'il y a une question qui vous vient en tête, levez la main, puis il va répondre tout de suite à vos questions. Et on a parlé tantôt que possiblement qu'on irait vous chercher déjà pour faire l'interactivité. Alors, Olivier, je vous passe la parole. Merci, Louise. Bon matin à tous. Tout d'abord, merci à la Chambre de nous accueillir ce matin pour cette rencontre-là. Au nom du regroupement des CPA de l'Estrie, il me fait plaisir de vous accueillir au webinaire « Planifier sa relève et sa sortie en 20 minutes ». Ce webinaire fait partie d'une série de conférences 20 minutes CPA, vous offrira quelques pistes pour éviter les pièges et plusieurs leviers à utiliser pour favoriser le développement de la relève et le transfert de la propriété de PME. Avant de lui céder la parole, laissez-moi vous présenter notre conférencier André Filion, CPA-CMA. Expert certifié en relève et transfert d'entreprise, André intervient comme conseiller stratégique, coach exécutif et maître facilitateur auprès de PDG et propriétaires d'entreprises depuis plus de 20 ans. Les clients font appel à lui face à des défis de management complexes. Ils doivent trouver des solutions novatrices et prendre des décisions cruciales dans le cadre notamment d'acquisition, de vente et de transfert d'entreprise à la relève. Il est à la fois diplômé en comptabilité de management et en ressources humaines. Sur ce, je laisse la place à André Filion, le temps de vous remercier de votre présence et vous souhaiter à tous une bonne conférence. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Mme Bourgault. Merci à l'Ordre des CPA aussi de me permettre de vous parler aujourd'hui. Donc, effectivement, le thème d'aujourd'hui, comme on le disait un peu informellement ce matin puis hier, lorsqu'on vérifiait techniquement le bon fonctionnement d'aujourd'hui, c'est un thème qui est niché, qui n'intéresse pas bien tout le monde. On n'est pas dans cette situation-là de planifier sa sortie comme entrepreneur ou encore planifier sa relève ou planifier reprendre une entreprise. C'est un sujet qui nous interpelle moins. Par contre, on va voir que les statistiques que je vais vous présenter en quelques instants, que ça touche plus de monde qu'on peut le penser, mais il faut être prêt mentalement à arriver dans ce mode-là. Donc, d'après le peu d'informations que j'ai eues avec les participants d'aujourd'hui, c'est probablement votre cas. Vous devez être un repreneur, quelqu'un qui veut transmettre son entreprise à un employé clé, à des membres de la famille peut-être, ou simplement vendre son entreprise pour encaisser, dans le fond, son fonds de retraite qui est cristallisé dans une entreprise pour pouvoir profiter de la vie. Donc, c'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va débuter tout de suite au niveau du déroulement. Oups. Dans le fond, on va segmenter la présentation à 5 volets. Le premier, je vais commencer par un état des lieux du transfert d'entreprise au Québec et au Canada. Ensuite, on va parler, dans le fond, des divers scénarios de transfert qui sont possibles ou qu'on voit le plus régulièrement. Donc, juste question de faire un inventaire des possibilités pour ceux qui souhaitent transmettre leur entreprise et partir à la retraite, par exemple. Ensuite, on va parler des parties prenantes. Donc, ça touche qui un transfert d'entreprise? Vous allez voir qu'on n'imagine pas à quel point ça touche beaucoup de monde, le changement de propriété d'une entreprise. Et quand on se met à l'analyser et à le considérer, on commence à avoir des éléments de complexité ou des défis qu'on ne voyait pas autrement.
Donc, ça va être le troisième volet. Le quatrième volet, ça va être les étapes et les défis d'un transfert. Donc, la planification de la relève et d'un transfert d'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment pour illustrer à quel point ça peut s'échelonner dans le temps. Et puis, c'est quoi les diverses étapes? Qu'est-ce qu'on doit faire à chacune des étapes surtout? Donc, ça, c'est vraiment là, à quoi s'attendre. Ensuite de ça, c'est les facteurs de succès. Donc, avant de conclure, on va dire qu'est-ce qui va faire qu'un transfert d'entreprise est réussi et se passe, dans le fond, agréablement pour toutes les parties prenantes. C'est ce qu'on va regarder en conclusion. Voilà. S'il y a des questions, comme on le mentionnait tantôt, moi, je n'ai pas d'objection à prendre les questions au fur et à mesure de la présentation. Même, je vous dirais que dans un monde idéal, si on est en présentiel, c'est vraiment ce que je valoriserais. En même temps, en mode virtuel, c'est moins évident, mais n'hésitez pas à le faire. Donc, peut-être juste demander l'aide de mes collègues là, qui voient le chat. Si vous voyez une question émerger, n'hésitez pas à m'interrompre pour me la mentionner, puis je pourrais l'aborder. Si les gens veulent poser une question de vive voix, je suis très disposé à arrêter la présentation et l'aborder. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Donc, l'état des lieux. Donc, là, j'ai des statistiques qui datent de quelques années. Oui? Excuse-moi, André, est-ce qu'on devrait voir ta présentation présentement? Oui, vous ne la voyez pas? Parfait, merci. OK. Donc, état des lieux. Vous la voyez maintenant? Oui, c'est bon. Parfait. Merci d'avoir mentionné. Donc, dans le fond, au niveau de... J'ai cumulé quelques statistiques qui touchent le transfert d'entreprise. Évidemment, les données datent un peu, puis ce qui est un peu particulier, c'est qu'on vient de sortir de presque 2 ans de pandémie. Donc, évidemment, tout ça, ça vient brouiller les cartes, mais c'est quand même intéressant de les présenter, vous allez voir pourquoi. Bon, la BDC avait fait un sondage là, il y a quelques années pour sonder les gens, pour voir quelle était leur intention par rapport à leur entreprise. Donc, ce qu'on voyait, mettons, dans la statistique qui est à gauche, on voyait qu'il y avait comme 51% des 51% des entreprises, dans le fond, qui prévoyaient quitter leur entreprise dans les 5 prochaines années, mais qui ne pensaient pas, dans le fond, en racheter une autre. Donc, il y a 50% des entreprises, des gens qui voulaient essentiellement prendre leur retraite. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans les raisons. Donc, il y a vraiment la pyramide démographique au Québec fait que beaucoup de baby boomers qui sont maintenant rendus à une étape où ils peuvent ou souhaitent penser à leur retraite. Donc, démographiquement, c'était inévitable qu'elle allait avoir cette vague-là. Donc, ce qui est clair, c'est que la plupart des gens veulent le faire pour prendre leur retraite. Donc, ce qui est à retenir. Peut-être l'élément que je dois mentionner, c'est que lorsque ces statistiques-là ont été faites, puis juste avant la pandémie, ce qui était clair, c'est que l'économie était bonne, les baby boomers étaient en santé, la business allait bien, souvent il y avait des entreprises établies, ça roulait un peu, pas tout seul, mais ça roulait bien, puis c'était payant. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont choisi de reporter, dans le fond, le transfert de leur entreprise ou la vente de leur entreprise pour profiter de cette vague-là qui était essentiellement très positive. Là, la COVID est arrivée. Donc, vous comprendrez que là, l'incertitude est venue changer la donne complètement. C'était beaucoup plus difficile d'avoir du financement à ce moment-là. Les gens ne savaient pas trop, évidemment, quel impact ça allait avoir, mais tout le monde imaginait que ça allait être un impact relativement négatif sur les affaires des entreprises. Et puis, évidemment, ça venait baisser la valeur des entreprises. Donc, pendant la période de pandémie, le nombre de transactions ou de transferts a grandement diminué. Là, ça a repris depuis, je vous dirais, depuis quelques mois, on voit que ça se réactive parce qu'on se retrouve dans une situation où des entrepreneurs ont choisi essentiellement de repousser au départ, avant la pandémie, leur retraite parce qu'ils aiment ça puis la business allait bien. Et là, ils se retrouvent dans une pandémie où c'était plus favorable de vendre ou de transférer. Et là, on se retrouve au bout de ça, peut-être 5 ans plus tard que ce qui était prévu au départ. Donc, évidemment, on se retrouve présentement dans un contexte où il va y avoir une vague accélérée de transfert d'entreprise. C'est peut-être le message qu'il faut essentiellement retenir. L'impact que ça a pour le Québec, c'est que dans le fond, il y avait eu un sondage qui avait été fait par la Chambre de commerce de Montréal, qui date aussi de quelques années, mais ça démontre un peu l'ampleur de l'impact que ça pourrait avoir. Les entreprises qui étaient en mode transfert, en gros, là, ça touchait entre 5 700 et 10 000 entreprises au Québec. Okay? C'était entre 79 000 et 140 000 emplois. C'est un PIB de 8 à 12 milliards. Donc, vous comprendrez, puis vous le savez, le tissu économique québécois est essentiellement constitué de PME. Donc, à partir du moment où il y a plein d'entrepreneurs qui souhaitent passer le flambeau, espérons-le, vont passer le flambeau à quelqu'un d'autre, puis l'entreprise va continuer. Mais si l'entrepreneur dit, écoute, j'ai fait mon argent, j'ai assez d'économie, je ferme simplement mon entreprise, ça aurait un impact très négatif sur le niveau d'emploi et le PIB du Québec. Évidemment, le niveau d'emploi avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, peut-être moins grave que celle-là déjà été. Par contre, le PIB du Québec et l'économie vont souffrir grandement. Donc, c'est un peu l'état des lieux.
Maintenant, au niveau des scénarios de transfert, donc pour ceux qui sont en mode, qui sont des entrepreneurs, qui ont bâti une entreprise et puis qui commencent à se dire, bon, ben, quelle va être dans le fond ma stratégie pour sortir du monde actif du travail pour transmettre mon entreprise. Donc, il y a comme 2 grandes familles de transferts, puis je vous dirais qu'il y en a au total un peu 6. Donc, les scénarios qui sont en bleu sont des transferts qu'on qualifierait de transferts à l'interne. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, transmettre l'entreprise à des membres de la famille. Bon, ça peut être des enfants, ça peut être des petits-enfants dans certains cas, ça peut être évidemment des cousins, des cousines. Donc, bref, des membres de la famille qui sont souvent déjà impliqués dans l'entreprise, qui travaillent déjà depuis un certain temps et qui sont intéressés et capables de prendre la relève. Une personne ou des personnes qui sont membres de la famille. Ensuite, l'autre scénario qu'on voit souvent, c'est les employés clés, donc des cadres ou des employés clés. J'aime mieux utiliser le terme employés clés parce que j'ai souvent vu des gens qui étaient, par exemple, des excellents opérateurs qui ne viennent pas du monde de la gestion, mais qui essentiellement sont des employés qui sont vraiment centrales au succès d'une entreprise et qui pourraient avoir du leadership puis un sens des affaires qui pourrait les amener à reprendre l'entreprise. Puis il y a aussi un scénario mixte qu'on considère interne parce que c'est de mixer, dans le fond, le transfert de l'entreprise à des membres de la famille et à des employés clés. Et ça, je vous dirais qu'on le voit de plus en plus dans les dernières années. Et pour ma part, je trouve que c'est un scénario fort intéressant parce que pour quelqu'un qui a créé son entreprise, s'il y a quelqu'un dans la famille qui est intéressé à reprendre, bien, il veut favoriser ça, il veut, en général, aider les membres de sa famille à profiter économiquement, puis aussi de bâtir une carrière d'entrepreneur sur ce qui a déjà été commencé. Donc, c'est sûr que naturellement, on souhaite ça. Par contre, il est très fréquent, surtout avec la complexité des affaires actuelles, qu'on ne peut pas trouver dans un seul individu, qu'il soit membre de la famille ou pas, tous les talents nécessaires, comme on le voyait avant pour bâtir une entreprise. Faire des affaires aujourd'hui, c'est plus complexe que ça l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans, surtout en contexte post-pandémie. Fait que je vous dirais que souvent, on a besoin de plusieurs têtes pour remplacer un seul entrepreneur qui a bâti de zéro il y a 20 ans ou il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Donc, je vous dirais que le mix familial et employé clé est souvent très gagnant pour assurer la pérennité de l'entreprise parce qu'on va chercher à la fois le côté émotif qu'on veut transmettre à la famille et le côté aussi de la qualification de joueurs clés qui n'ont pas la chance d'être membres de la famille, mais qui ont joué un rôle dans le développement de l'entreprise et qui peuvent surtout contribuer à son développement pour les prochaines étapes, tout comme les membres de la famille qui ont appris à connaître l'entreprise au fil du temps. Ensuite, il y a les scénarios externes qui sont des scénarios qu'on a indiqués ici en vert. Donc, l'acquéreur stratégique, ça, en gros, c'est se faire racheter, par exemple, par un concurrent ou par une entreprise qui est dans la même industrie, dans la même verticale, qui veut s'intégrer verticalement, par exemple. Donc, en gros, c'est de vendre à une autre entreprise opérante ou un autre entrepreneur qui va intégrer, dans le fond, les opérations de l'entreprise qui est à vendre ou à transmettre. Ensuite, il peut y avoir le scénario des investisseurs privés. Il peut y avoir des joueurs comme les fonds d'investissement. Ça peut être le Fonds de solidarité, ça peut être Desjardins Capital. Il y a divers fonds d'investissement privés aussi, de plus en plus qui existent. Donc, c'est des gens qui ont plus un rôle d'investisseurs. Ce ne sont pas des opérateurs, mais c'est des gens qui vont dire l'entreprise a un bon modèle d'affaires, a un bon historique de résultats financiers. On pense que nous, avec notre expertise d'investisseurs, on peut racheter cette entreprise-là, une portion des actions, une participation majoritaire, même dans certains cas, et par la suite dire on va l'opérer, on va engager des opérateurs pendant 5, 6, 7 ans, on va capitaliser sur l'équipe en place, puis dans quelques années, on va la revendre à d'autres opérateurs. Donc, ça, c'est vraiment un deal qui est plus d'ordre financier où des investisseurs vont racheter l'entreprise. Mais ça peut être une belle stratégie de sortie aussi pour les gens qui veulent prendre leur retraite. L'avantage que ça a, on va le voir tantôt, c'est que l'argent est disponible maintenant. Donc, celui qui vend a des chances d'être payé plus rapidement que s'il vend un membre de la famille, par exemple, où souvent il va avoir une portion de financement à offrir aux membres de la famille ou aux employés clés. Ensuite, un scénario beaucoup plus rare, mais qui n'est quand même pas inexistant, c'est l'entrée en bourse, beaucoup plus rare parce que, il y a eu dans les dernières années beaucoup moins d'entrées en bourse, quoique là, ça reprend, mais c'est plus dans les entreprises technologiques. Et je vous dirais que pour pouvoir aspirer à ça, ça prend une certaine taille et une certaine maturité d'organisation pour pouvoir penser à aller en bourse. Mais je vous dirais que dans certains cas, les entreprises que j'ai accompagnées, que c'était un scénario qui était envisageable et puis qui était envisagé. Donc, je voulais quand même le mettre, même si je douterais peut-être que ce soit le cas des gens qui sont ici aujourd'hui. Ça va? S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les transmettre.
Rapidement, dans le fond, les principales options de transmission, on en a parlé pas mal. Il y a un scénario interne et externe. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage, évidemment, de transmettre à l'interne, c'est que les gens connaissent l'entreprise. Les clients, souvent, connaissent les gens de l'interne qui vont reprendre. Donc, ça peut être rassurant pour certains clients de continuer à faire affaire avec des gens qui sont déjà au sein de l'entreprise. Ça a l'avantage aussi que la culture de l'entreprise va moins changer, probablement, parce que, essentiellement, on a le même ADN, on travaille ensemble d'une certaine manière, donc ça ne vire pas le bateau bout pour bout en général. Quoique, il n'est pas rare de voir des jeunes, des enfants, par exemple, qui veulent reprendre l'entreprise familiale, qui ont une vision qui peut être assez différente des affaires de leurs parents. Et ça, je vous dirais, il ne faut pas prendre pour acquis que parce que c'est un employé clé ou c'est un membre de famille qu'il n'y aura pas de changement. Il pourrait y en avoir. Mais chose certaine, c'est un scénario qui est plus prévisible, qui est plus connu, mais qui amène son lot de défis humains parce qu'il y a beaucoup de monde qui change de chapeau, qui change de rôle. Les gens se ramassent dans un rôle différent. Tu as le cédant qui se ramasse peut-être plus dans un rôle d'administrateur sur un conseil d'administration ou de conseiller aux opérations. Il y a des gens qui étaient dans un rôle plus opérationnel, qui prennent des responsabilités de gestion. Donc, ça amène beaucoup d'ajustements, de changements et de conflits potentiels. Donc, il faut vraiment s'occuper de l'aspect humain dans tout ça. C'est le bout qui est plus compliqué, je vous dirais. Et l'autre inconvénient, je l'ai mentionné tantôt, c'est que lorsqu'on vend un employé clé ou des employés clés à des membres de la famille, souvent, la façon de le financer, de payer, est un peu plus à long terme. Donc, pour le cédant, pour lui, il doit attendre après son argent un peu plus longtemps. D'aller à l'externe, l'avantage que ça a, c'est qu'on a pour le cédant, c'est qu'il y a de l'argent plus rapidement. Par contre, ça amène un changement culturel important. Et on va voir tantôt les parties prenantes et ça va changer beaucoup de choses dans l'entreprise pour les employés, pour les clients, pour les fournisseurs. Puis c'est une transaction économique que j'appelle pure et dure, pas rien de méchant. La seule chose, c'est que l'investisseur qui va racheter les actions, lui fait une transaction. Son but, c'est de faire un profit à la revente éventuelle de la transaction. Ou si on vend un joueur stratégique, donc un compétiteur, bien là, il y a un aspect émotif qui s'ajoute aussi, parce que des fois, notre compétiteur, on a appris à l'haïr au cours de toutes ces années-là. Là, tout d'un coup, il faut travailler ensemble. Il faut avoir l'air d'être heureux de travailler ensemble. Donc, des fois, c'est possible, mais ça amène quand même certains défis aussi d'aller à l'externe. La chose certaine, c'est moins prévisible comment ça va se dérouler lorsqu'on va à l'externe, mais ça a l'avantage peut-être d'être plus axé sur une transaction, peut-être un peu plus rationnel comme transaction, basée sur des ratios, basée sur un prix, basée sur du data. C'est peut-être un peu moins émotif en général. Bon, les parties prenantes. Ce que je voulais souligner avec ce qui s'en vient, c'est de démontrer à quel point un transfert d'entreprise, ça touche beaucoup de monde et l'impact que ça va avoir dans le déroulement d'un transfert d'entreprise. Bon. Une des manières de le traiter, c'est de voir, dans le fond, les parties prenantes, de voir c'est quoi les enjeux qu'ils ont, dans quelle mesure ils sont impliqués par une transaction. Donc, de façon de l'illustrer, c'est que tu as des gens qui sont dans le cercle vert, qui sont des membres de la famille, donc des employés qui sont membres de la famille, qui travaillent dans l'entreprise, parfois à temps partiel pendant leurs études. Il y en a des fois qui sont maintenant à temps plein au sein de l'entreprise, évidemment, depuis un certain nombre d'années, et qui sont identifiés comme relèves, par exemple. Donc, c'est des gens qui sont au sein de la famille. Ils sont aussi dans le cercle bleu, c'est-à-dire qu'ils travaillent au sein de l'entreprise, ils sont salariés. Donc, puis ensuite, il y a ceux qui sont actionnaires. Donc, vous comprendrez qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Je vous donne un exemple. On peut avoir quelqu'un qui est membre de la famille. Exemple, la conjointe d'un enfant qui travaille au sein de l'entreprise et qui a des actions parce qu'il commence à avoir des actions parce qu'il la relève. Donc, il y a quelques actions privilégiées ou des actions votantes, mais minoritaires, puis il est en train de reprendre l'entreprise. Donc, cette personne-là a un emploi dans l'entreprise, est membre de la famille et est propriétaire de l'entreprise via des actions. Mais sa conjointe ou son conjoint, bien, lui, il est membre de la famille seulement. Mais évidemment, il y a un mot à dire, puis les heures de travail, puis les défis entrepreneuriaux, ils les ramènent à la maison un peu. Donc, veut pas, les conjoints, même s'ils sont en lien juste membres de la famille, puis ne sont pas dans l'entreprise, subissent ou ont une opinion sur ce que l'entreprise devrait être ou la façon qu'ils devraient traiter leurs employés ou leurs actionnaires. Donc, il ne faut pas les négliger, les membres de la famille. Ils ont une influence plus grande qu'on pourrait le penser. Donc, c'est un peu ce qu'on veut souligner. Donc, évidemment,
tout ça, évidemment, dans un contexte où il pourrait y avoir, par exemple, plusieurs membres de la famille, certains sont dans l'entreprise, d'autres pas, certains ont des actions, d'autres n'en ont pas, vous comprendrez que les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes. On va le voir tantôt. L'autre élément que je veux soulever, c'est que j'ai essayé de caricaturer un peu les types de cédants. Donc, dans une transaction, le cédant, celui qui transfère son entreprise, a un rôle primordial parce que c'est la personne qui a, fondé l'entreprise, bâti, développé l'entreprise et qui a toute l'expérience et l'expertise liée à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Là, dans le fond, il y a des gens qui sont sur le point de reprendre, de l'interne, de l'externe, mais le cédant, lui, n'a pas le choix de changer de rôle. Donc, on peut se retrouver dans un scénario avec un cédant qu'on appellerait détaché, qui, lui, pourrait dire, regarde, moi, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai amené l'entreprise où je voulais, je suis rendu ailleurs dans ma vie, j'ai le goût de prendre la retraite, je veux simplement encaisser, dans le fond, les fruits de mon travail, donc vendre mon entreprise, puis passer à autre chose. Donc, en gros, il est relativement détaché dans une dynamique où je vais avoir mon prix, je vais être payé, puis je suis prêt à passer à autre chose. La vraie vie, c'est que j'ai rarement vu des fondateurs de PME être dans un mode détaché. Ou s'ils le sont, c'est parce qu'ils ont passé à travers des crises puis sont complètement tannés, écœurés, mais souvent, ils retombent plus dans la catégorie d'en bas qui sont les contraints. C'est-à-dire que les gens sont très liés effectivement à leur entreprise. Ils n'ont pas le choix de vendre parce qu'ils ont des problèmes de santé, par exemple. Ils n'ont pas le choix de vendre parce qu'économiquement, il faut qu'ils se réendettent, il faut qu'ils réinvestissent, puis ils n'ont pas le goût parce que là, ils ne veulent pas prendre trop de risques parce qu'ils veulent prendre leur retraite. Ils n'ont pas le choix de transmettre parce que là, par exemple, le virage numérique a complètement transformé l'organisation. Puis là, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas ces compétences-là, ils ne se sentent plus capables d'opérer la business dans le nouveau contexte d'affaires ou avec la pénurie de main-d'œuvre qui est là pour rester. Ils disent, regarde, je n'ai pas le choix de vendre parce que je n'y arriverai pas. Là. Mes résultats, ils baissent d'année en année, de mois en mois, puis il faut que je passe le flambeau parce que visiblement, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, bref, ils se retrouvent dans un mode où ils sont contraints de vendre, mais un peu à regret ou dans les conditions non favorables. Ça, on en voit, puis c'est le scénario le plus triste. Donc, les contraints, c'est le scénario le plus triste. Puis je vous dirais que ce n'est pas simple là, pour personne. De l'autre côté, ceux qui sont attachés à l'entreprise, on en voit beaucoup. Des fondateurs, fondatrices qui ont bâti leur entreprise. Leur entreprise est presque égale à eux-mêmes. Ils ont un fort esprit d'appartenance. Puis ils veulent s'assurer aussi d'une continuité, oui, pour leur modèle d'affaires, mais aussi pour leurs employés, pour leurs clients, pour leurs fournisseurs. Ils sentent une responsabilité économique auprès de plein de gens. Fait qu'ils veulent s'assurer de transmettre, puis que transmettre l'entreprise dans un bon état, puis qu'elle perdure. Donc, eux, dans le fond, sont attachés, puis sont prêts à céder, mais en même temps, ils ne restent pas loin parce qu'ils ont à cœur le succès de l'entreprise, pas juste de la transaction. Donc, le succès à plus long terme. Ensuite, il y a les indécis. Là, il y a ceux qui sont comme entre deux ou qui balancent d'un à l'autre, qui essentiellement, ils ont un lien avec l'entreprise. En même temps, ils ont le goût d'arrêter de travailler parce qu'ils sont fatigués. En même temps, ils ne veulent pas perdre le pouvoir, le statut. Évidemment, là, lorsqu'on a le statut d'être président d'une entreprise, ben, ça a un impact dans la communauté. Tu n'es pas reçu de la même façon lorsque tu te promènes dans la communauté d'affaires que lorsque tu es retraité de l'entreprise ou lorsque tu n'es pas entrepreneur. J'ai vu des gens qui étaient prêts à vendre leur entreprise. On dit, écoute, moi, je suis prêt à vendre, j'ai le goût de passer à autre chose, je suis un jeune retraité, je vais avoir une autre carrière, mais ça reste que la transition entre le président et la présidente d'entreprise actuelle, l'entre-deux, avant qu'il reparte une autre carrière ou qu'il achète une autre business, le statut social change. Et ça, je vous dirais que ça ajoute dans le psychologique des gens, c'est normal, c'est à considérer dans la transition aussi. Donc, c'est un peu les situations dans lesquelles on peut se retrouver. Moi, je vous dirais que personnellement, si j'étais un repreneur, si j'avais à magasiner une entreprise à reprendre, je vous dirais que probablement que j'aimerais mieux travailler avec un cédant qui est soit détaché ou attaché. Mais dans les deux cas, moi, je serais capable de vivre avec. L'attaché, il faut que tu vives avec l'émotion, le deuil émotif, il faut que tu l'accompagnes vers une transition, tu le rassures que ça va bien aller, que l'entreprise va perdurer, que les emplois ne se perdront pas, puis qu'ils vont être impliqués encore dans certaines décisions. Donc, il y a personnellement, je suis à l'aise avec ce genre de choses-là. D'autres sont moins à l'aise, par contre. Le détaché, c'est parce que ça existe à peu près pas. Là. Si ça existait, c'est comme relativement facile, c'est une transaction. Le contraint et l'indécis, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pas insurmontable, mais ça nécessite plus d'accompagnement, vous êtes.
Les étapes et les défis. Donc, ça s'orchestre comment un transfert d'entreprise? Là, dans le fond, je vais vous illustrer à l'aide de ce graphique-là beaucoup d'éléments. Je vais même... Est-ce que vous voyez ma souris lorsque je la bouge? Oui. OK, parfait. Donc, je vais juste vous guider. Souvent, les gens perçoivent le transfert d'entreprise comme une transaction. Transaction qui a des impacts légaux. Évidemment, on a des conventions d'actionnaires, on a des lettres d'intention, on a des lettres qui viennent confirmer la vente, donc du légal. On a du fiscal à prévoir. Il y a un impact fiscal, évidemment, lié à toute transaction, puis financière. Donc, souvent, les gens vont dire un transfert d'entreprise, c'est une transaction. Il y a quelqu'un qui veut vendre, il y a quelqu'un qui achète. Entre les deux, il y a du papier légal, il y a du financement, puis il y a la fiscalité. Ça, c'est une façon très simple et très transactionnelle de voir le transfert d'entreprise. Puis je vous dirais qu'elle est, c'est ça, c'est important, mais je vous dirais que ce n'est pas la portion qui prend le plus de temps calendrier. Parce qu'elle se situe entre la phase 2 et la phase 3, puis je vais vous expliquer les phases dans un instant. La phase 1, dans le fond, c'est la phase où, si on est à l'interne, on veut céder, par exemple, à un membre de la famille ou un employé clé, on va initier l'employé clé ou le membre de la famille à différents rôles dans l'entreprise. On va tester un peu son potentiel entrepreneurial. On va tester son intérêt pour certaines fonctions. Tu sais, on va avoir des fois un enfant, mettons que plusieurs enfants, il peut avoir un enfant qui va comme avoir un intérêt pour le développement de marché, le développement des affaires, le marketing, le numérique. D'autres vont avoir plus d'intérêt sur l'aspect, par exemple, mécanique, terrain, opérationnel, logistique. D'autres vont avoir un intérêt sur l'aspect administratif. Donc, dans la phase 1, c'est là qu'on va voir quelles sont les forces, les talents, les intérêts des diverses parties prenantes et particulièrement des gens qui vont prendre la relève. Si on est dans un contexte externe, bien là, c'est plus quelqu'un qui, ça pourrait être comme moi. Là, moi, j'étais en affaires plusieurs années, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, j'étais consultant. Je pourrais dire, bien, moi, je cherche à racheter une entreprise, j'ai de l'argent à investir, j'attends la bonne opportunité. Il y a certaines industries que je cible plus. Moi, je connais bien, par exemple, les services professionnels. J'ai une opportunité d'acquisition d'une entreprise, d'un service professionnel de telle taille, dans tel type de marché. Moi, je serais intéressé. Fait que là, dans le fond, je suis en mode j'ai-tu le sens entrepreneurial? Je suis prêt à prendre ces risques-là. J'ai-tu l'argent nécessaire pour comment je le financerais? Puis quel genre d'entreprise je veux? Donc, en gros, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais acheter, puis ce serait quoi les paramètres. Ça, c'est la phase 1. Donc, c'est vraiment un mode où on essaie, on expérimente. La phase 2, c'est une phase où on va comme introduire, dans le fond, dans le cas d'un transfert interne, les membres de la famille à un premier rôle de gestion, un rôle de contremaître, un rôle de superviseur. Ou un rôle de directeur de l'équipe du service à la clientèle ou autre. Donc, on va comme amener des gens qui vont prendre la relève à prendre des nouveaux rôles. Donc, de sortir de la zone de confort, de ce qu'ils maîtrisent, pour aller vers quelque chose qui est différent, mais qui vont être appelés à faire comme repreneur ou comme nouvel entrepreneur. Si on est dans un contexte externe, donc je me mets dans la situation où c'est moi, bien là, c'est comme, OK, j'ai un choix à faire. Là, et je me tiens au courant, je parle avec des courtiers en entreprise qui vendent des entreprises, je parle dans mon réseau d'affaires, si vous entendez parler d'une entreprise en service professionnel qui est en lien avec les ressources humaines à vendre, bien, tenez-moi au courant. Fait que là, je vais peut-être avoir 2-3 cibles potentielles qui sont ouvertement à vendre ou pas. Entre nous, souvent, il y a des entreprises qui ne s'affichent pas ouvertement comme à vendre ou prêtes à transmettre, mais je vais en arriver à faire une courte liste, puis je vais comme entamer des discussions préliminaires, puis je vais peut-être signer des ententes de non-confidentialité, puis je vais commencer à regarder les options. Puis je vais en arriver à un choix. Puis lorsque le choix va être fait, je vais tomber après ça, dans le fond, à la transaction, entre la phase 2 et la phase 3. Donc, on va faire le légal, le financier, le fiscal. Ensuite, peu importe qu'on soit en mode interne ou externe, une fois que la transaction est faite, c'est très, très, très rare que la transaction est faite et que ça finit là. C'est-à-dire que c'est très, très rare que le vendeur va être payé pour chacune des pièces de la valeur de son entreprise au moment de la transaction. Si c'est quelqu'un de l'interne, souvent, il va avoir une balance de vente, donc un solde à payer pour s'assurer, parce que celui qui achète, il dit, regarde, moi, j'achète dans le fond des profits futurs. Si ça ne se passe pas comme prévu, si les résultats financiers des dernières années, l'évaluation d'entreprise, elle ne tient plus la route parce que la COVID a fait que le marché a complètement changé, bien, je veux être capable de réajuster mon prix. Donc, dans l'entente qu'on a, probablement au niveau légal, il y a probablement une clause d'ajustement de prix
si les 2-3 années futures ne sont pas représentatives de ce que je vais payer. Donc, on va vouloir attacher aussi celui qui part. On veut comme rassurer les clients, les fournisseurs, l'écosystème. Donc, ça, on va dire, moi, je te rachète ton entreprise, mais tu demeures au sein de l'entreprise pour 3 ans ou 2 ans ou 5 ans. Souvent, on va 3 ans. Puis, j'ai besoin que tu joues ton rôle sur le conseil d'administration, puis que tu rassures les clients, puis les fournisseurs, etc., etc. Donc, il y a comme une phase de cohabitation qui va durer entre 1 an et 5 ans. On voit beaucoup 3 ans qui finissent souvent à 2, parce que la chicane pogne des fois. Mais bref, il y a un ring mix. Et pendant ce ring mix-là, on va le voir tantôt, c'est pas simple. Parce que je passe dans le fond aux flèches en vert. J'ai voulu identifier dans le fond, plus la flèche est foncée en vert, plus le contrôle est fort. Donc, vous voyez que le cédant, celui qui vend ou qui transfère son entreprise, garde un bon pouvoir sur son entreprise jusqu'à la phase de cohabitation, ou le ring mix. Alors que le repreneur, celui qui va acquérir, qui va reprendre l'entreprise, ici, il y a une espèce de pouvoir d'influence à partir de la phase 2. Mais je vous dirais que le vrai influence, le vrai pouvoir décisionnel, il arrive presque à la phase 4. Donc, vous comprendrez que le ring mix, c'est là que ça se passe à la phase 3, que le pouvoir décisionnel se transmet, le pouvoir de leadership aussi, de l'influence qu'on a, change dans la phase 3. Vous comprendrez que c'est une phase qui est assez inconfortable pour tout le monde parce que tout le monde change de rôle, tout le monde change de niveau de responsabilité et de pouvoir. Et je vous dirais que c'est là où il y a beaucoup d'enjeux humains, je vous dirais. Et par la suite, on tombe à la phase 4 où essentiellement, bon, bien, écoute, ça fait 2 ans, 3 ans que tu es avec l'entreprise, on a rassuré les clients, les fournisseurs, les résultats financiers sont bons, sont même meilleurs que prévu. Je te paye ce qui était prévu à l'entente. Donc, voici la balance de vente, tu es payé. Maintenant, on aime ça travailler ensemble. Tu pourrais peut-être rester sur le conseil d'administration. Tu restes un bon conseiller, monsieur le fondateur. Demeure sur le conseil d'administration avec nous autres, mais tu ne seras plus impliqué dans les opérations. Tu l'étais déjà moins dans la phase 3, mais tu ne l'es plus dans la phase 4. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'orchestre. Donc, 4 grandes phases avec, ici au milieu, ce que j'appellerais la transaction. Et on a fait exprès, puis en fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Louise Cadieux de l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour isoler, dans le fond, l'aspect transactionnel qui est souvent perçu comme l'affaire, le transfert d'entreprise, on l'associe à la transaction, mais moi, je dirais que c'est une étape qui dure quelques semaines, quelques mois, là, on en conviendra, mais quelque part entre la phase 2 et la phase 3. Bon, si je vois un petit peu plus dans le détail, phase 1, les points importants peut-être à retenir, c'est que le contrôle, il reste vraiment du côté du cédant. Il commence à avoir une certaine influence de la part des membres de la famille qui sont identifiés comme relèves, mais c'est quand même limité. Donc, les flèches vertes, vous voyez que le cédant demeure bien en selle, en contrôle de son affaire. Il faut prévoir puis entamer cette phase-là de 3 à 7 ans avant la date de sortie espérée. Et ça, vous allez peut-être être étonné, mais je vous dirais que même les best practices par plus de 5 à 10 ans. Donc, on se retrouve dans une situation, moi je dirais que ce que je vois plus dans le marché, c'est 3 à 7 ans, mais il n'est pas rare d'avoir des gens qui vont dire « OK, c'est beau, on n'est pas à faire le transfert, nous on fait ça au cours de la prochaine année. 12 mois, c'est réglé. » C'est plutôt irréaliste. J'ai à peu près jamais vu un transfert. Une transaction, ça peut se faire dans 12 mois, 8 mois, mais pas le processus complet que j'ai décrit tantôt. Donc, si vous êtes en processus de planifier une relève ou une sortie, moi, je vous dirais, il faut au moins vous commenciez la phase 1 de réflexion, qu'on va le voir tantôt, avec 3-7 ans d'avance. Puis là, je reviens au point que je mentionnais tantôt. On se retrouve dans un contexte, ça fait presque 2 ans qu'on est en mode pandémique. Avant ça, les cédants avaient souvent repoussé un peu leur retraite parce que les choses allaient bien. Vous comprendrez qu'on est rendu peut-être 3-4 ans trop tard là, pour commencer. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer, mais ça risque, veut pas, si on veut le faire en accéléré, de prendre au moins 3 ans pour le processus complet. Ensuite, il faut aussi réfléchir, documenter, prioriser les besoins et les attentes des diverses parties prenantes. C'est important de voir c'est quoi les membres de la famille, qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que je vais vous donner un exemple. Les entrepreneurs d'il y a 40 ans, ils travaillaient 70 heures par semaine. Le conjoint et la conjointe étaient à la maison, s'occupaient des enfants. Maintenant, c'est plus ça la réalité. Là. La réalité des gens qui reprennent, ils ont des familles. Bon, c'est pas parfaitement égal selon beaucoup, mais en tout cas, il y a plus d'équilibre entre le rôle qui est joué dans la famille. Donc, c'est bien rare qu'on voit des gens de la génération des repreneurs dire « Moi, je suis prêt à travailler 70 heures semaine pour les 40 prochaines années, là, ou 60 heures semaine ou 40 heures semaine. » Donc, souvent, on va avoir besoin de 2 entrepreneurs, 2 repreneurs pour faire autant
déployer autant d'énergie que ce qu'on a vu dans le passé. Donc, il faut vraiment y réfléchir et documenter de combien de personnes on a besoin pour pouvoir assurer ce transfert-là. Et c'est là qu'on peut se dire, OK, on veut transmettre à la famille, mais y aurait-il un ou une ou des employés clés qu'on pourrait inclure dans le transfert? Puis je vous dirais peut-être un conseil aussi bien important, il faut considérer plusieurs scénarios parallèles. Je vous dirais qu'il n'est pas rare de voir des situations où le scénario A idéal ne peut pas se produire. Exemple, il y a 3 enfants, 3 se disent intéressés au début, en cours de route, il y en a un ou une qui décide de changer d'idée. Des fois, il y en a un ou une qui change d'idée, mais qui décide un an et demi plus tard de dire finalement, je voudrais revenir dans l'entreprise, ça m'intéresse, je suis allé travailler ailleurs, finalement, ce n'était pas si pire, j'aimerais ça reprendre avec mes frères, mes sœurs. Fait que là, ça vient changer la donne. Les employés clés, c'est le même principe. Donc, il faut vraiment se prendre d'avance. L'étape 2, c'est là qu'on va confirmer qui va être la relève, puis orchestrer le développement des membres de un plan de développement des talents, un plan de développement aussi de l'entreprise. C'est là qu'on va faire un plan d'affaires qu'on va décider collégialement. Idéalement, le plan d'affaires, la planification stratégique va se faire avec les repreneurs. Donc, le cédant a encore le contrôle, il y a encore la majorité des actions, puis il y a une espèce de droit de veto, évidemment. Mais d'impliquer au moins la relève dans la réflexion, écouter les idées, bien, ça permet à tout le moins de les impliquer, de les mobiliser et de les fidéliser. Il faut établir aussi les nouveaux rôles et responsabilités, comment on partage les pouvoirs. En général, on va essayer de donner un peu plus de place aux gens qui vont reprendre l'entreprise pour qu'ils gagnent en légitimité auprès des employés, des clients, des fournisseurs. D'accord? Puis il faut aussi évaluer quel va être l'impact du plan de transfert sur les principales parties prenantes, comme je disais, clients, fournisseurs, etc., employés, bien sûr. Puis, c'est un moment aussi où on peut commencer à regarder, bien, dans le fond, c'est quoi la valeur de l'entreprise? À quel prix on pourrait la vendre? C'est quoi les impacts fiscaux? Parce qu'il y a des impacts fiscaux qui peuvent être différents selon on vend des membres de la famille ou à des étrangers. Ensuite de ça, à des employés clés. Comment on va le financer? Juridiquement, les conventions d'excellence, ça va ressembler à quoi? Donc, on commence à travailler ici quand même un volet de la transaction. Mais je vous dirais, la vérification diligente peut commencer dans ces étapes-là aussi. Ensuite, à l'étape 3, on va essentiellement là, orchestrer le changement. Puis, c'est là qu'est le nerf de la guerre, la cohabitation. On va orchestrer le changement, on va communiquer énormément entre l'équipe de gestion, donc cédants et repreneurs, dans leur rôle, leur responsabilité. On va négocier, on va aussi informer les employés de l'impact que ça va avoir pour eux. On va informer les clients, les fournisseurs, la communauté. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de synergie à développer, de cohésion à développer, de communication à faire, beaucoup de gens à rassurer et aussi beaucoup d'ajustements à apporter. Puis, on doit apprendre à vitesse grand V, puis on doit se développer comme, mettons, repreneur, puis le cédant lui donner un peu plus de cordes, mais avec des paramètres pour éviter des dérapages. D'accord? Ensuite, la phase 4, c'est là qu'on va tomber dans une phase où on va plus mettre en place une saine gouvernance avec un comité aviseur, un comité consultatif, un comité de direction, un conseil de famille parfois. Je rentre pas en détail là-dedans, mais c'est des bonnes façons de garder une bonne gouvernance d'entreprise, surtout lorsqu'il y a une balance de vente, puis le cédant veut comme se garder un certain œil sur l'évolution de l'entreprise parce qu'il y a une partie qui n'est pas encore payée au moins pour 2, 3, 4, 5 ans parfois. Donc, c'est important de mettre en place une saine gouvernance. Il faut aussi aider le cédant à trouver sa nouvelle passion, son nouveau carré de sable, d'apprécier son rôle de président du conseil d'administration, d'apprécier son rôle de pré-retraité, d'apprécier son rôle peut-être d'ambassadeur pour l'accompagner auprès de nouveaux fournisseurs, de nouveaux clients. Donc, bref, c'est d'aider le repreneur à transformer son rôle et d'avoir du plaisir là-dedans. Et les repreneurs et les cédants. Il faut s'occuper des deux, je vous dirais, pour que tout le monde y trouve son compte. En conclusion, les facteurs de succès, je veux juste vous souligner des statistiques, encore une fois, là, de McKinsey et de la BDC. Puis, il y en a des multiples recherches qui ont été faites là-dessus. Toute l'initiative de transformation. Et un transfert d'entreprise, là, c'est clairement une initiative de transformation organisationnelle. Il n'y a pas plus que 30% des changements organisationnels qui fonctionnent bien. Donc, c'est vraiment un défi, un transfert d'entreprise, parce que c'est un changement organisationnel majeur. Et statistiquement, parce que c'est complexe, il y a un taux d'échec qui avoisine les 70%. Ça fait des années que c'est sondé. Fait que je vous dirais que les chances d'échec
puis ça dépend comment on définit un échec. Là. Si on va au-delà de la transaction, peut-être que le cédant va avoir eu son prix, il va avoir été payé, mais si la famille est en chicane ou si l'employé fait faillite puis tout le monde perd son emploi 5 ans plus tard, ben, ce n'est pas vraiment un succès là, au sens où on pourrait l'espérer. Ensuite, les entreprises qui ont changé de propriétaire, en général, ils n'obtiennent pas les résultats anticipés. Donc, en général, on va faire un beau plan d'affaires. On va comme dire, voici les projections pour la prochaine année ou les prochaines années. Il y a 61% des entreprises qui n'atteignent pas leurs objectifs. Et là, il y a des financiers qui sont dans l'audience. Ça vient là, de sources de la BDC. La Banque nationale, il y a des gens qui m'ont confié la même chose. Différents banquiers d'affaires me l'ont confirmé. L'année qui suit un transfert est souvent négatif au niveau des résultats, à hauteur de 40%. Donc, ce qui ressort des résultats là, de l'étude de la BDC, c'est que l'entreprise fait 40% de moins des résultats qui étaient attendus. Pourquoi? Parce que c'est un changement organisationnel qui nécessite beaucoup d'ajustements et de temps. Et ce n'est pas grave. Il ne faut juste pas que ça perdure sur 5 ans. Mais je veux juste vous dire que le changement est tellement important que ça a un impact. Parce que pendant qu'on gère un transfert, on a moins de temps pour gérer la business. C'est un peu pour ça que ça finit par avoir un impact l'année qui suit le transfert. Donc, mieux il est planifié, plus on a des chances de succès, puis moins cet impact-là va être négatif. Je veux vous souligner aussi que selon une étude qui avait été faite par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, ben, il y a 51% des entreprises sondées qui n'avaient pas de plan de relève. Puis il y a 41% qui disaient « Ouais, j'en ai un, mais c'est dans ma tête, c'est informel. Il n'y a rien d'écrit. » Puis il y a 8% qui ont un plan formel de transfert d'entreprise. C'est la réalité que je vois dans le marché, mais je vous dirais que plus on s'approche de la gang qui ont un plan écrit, de 8%, plus on a des chances d'avoir du succès dans notre transfert, et économiquement, et aussi d'un point de vue humain. Donc, plus vous mettez les chances de votre côté, un plan informel, pour ma part, je trouve que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas obligé d'être un plan écrit en 300 pages, mais ça prend un minimum de rigueur et de traçabilité, puis de suivi de l'exécution au fil du temps, parce que ça s'échelonne sur plusieurs années. Donc, plus on est structuré, plus ça donne des chances de succès. Donc, en conclusion, avant de passer à une période de questions, s'il y a 5 conseils que je vous invite à retenir de la présentation d'aujourd'hui, c'est, le premier, c'est étant donné que le transfert d'entreprise, ce n'est pas juste une transaction, ça s'échelonne sur plusieurs années, mettons 3 à 7 ans, c'est pas mal ce qu'on voit. Bien, c'est long, ça nécessite beaucoup de temps et d'énergie de la part des gens qui sont dans l'entreprise, qui ont une entreprise à gérer, qui ont des opérations à gérer. Dans le contexte actuel, il y a des clients qui trouvent que les délais sont longs parce que les entrepreneurs ont des difficultés à s'approvisionner, il manque de personnel. Donc, je vous dirais que le transfert d'entreprise, ça s'ajoute là. Donc, de mandater un espèce d'accompagnateur indépendant et externe. Quand je dis indépendant, c'est indépendant de ceux qui reprennent, de ceux qui cèdent. Quelqu'un qui est neutre, qui a un recul et qui peut aider à orchestrer les différentes étapes qu'on a vues tantôt. Okay? Donc, qui va préparer, va créer des forums où on va discuter des sujets qui sont importants, qui va prendre des notes sur ce qui a été décidé, qui va assurer un suivi sur l'exécution de ce qui a été décidé, qui va peut-être agir comme conseiller, comme mentor ou comme coach pour corriger certaines situations qui risquent de causer un problème parce qu'il anticipe un enfant. Il peut peut-être jouer un rôle de médiateur aussi lorsqu'il y a un conflit qui émerge. Donc, je vous dirais que c'est un rôle que moi, je joue beaucoup et sans vouloir prêcher pour ma paroisse, je vous dirais que je pense que ça fait une très grande différence d'être bien accompagné. Ça inclut aussi, évidemment, d'être accompagné par des bons prêteurs, des bons investisseurs, des bons CPA qui vont faire l'audit, qui vont faire aussi la vérification diligente, qui vont faire aussi la planification fiscale, un bon avocat, un bon notaire, un bon conseiller en assurance vie pour protéger les joueurs clés. Donc, évidemment, il y a toute une équipe de professionnels qui, à un moment ou l'autre, doivent se greffer au processus. Mais ce que je viens souligner ici, c'est d'avoir un espèce de leader de projet mandaté qui est indépendant de la transaction pour orchestrer toute cette parade de professionnels-là et des gens internes, les parties prenantes internes, donc les repreneurs, les cédants, les investisseurs potentiels, les employés, les clients, les fournisseurs, quelqu'un qui est capable d'orchestrer les communications à chacune des étapes, ben, ça facilite la vie des entrepreneurs qui peuvent se concentrer sur ce qu'ils connaissent le mieux, opérer leur entreprise. Donc, ça, c'est le premier concept. Par la suite, valider et considérer les intérêts et les besoins des diverses parties prenantes. Et je vous donne un exemple là,
générique, mais qui est tellement courant. C'est en planification financière personnelle, on dit souvent aux gens qui sont plus à l'aube de la retraite de prendre moins de risques dans leurs investissements. Donc, s'ils investissent en bourse, on va prendre des portefeuilles qui ont moins de risques parce qu'on a moins de temps pour se rattraper si la bourse plante. Bon. Mais c'est le même principe. En affaires, les gens qui sont plus à l'aube de la retraite, donc les cédants, bien, eux vont peut-être avoir avantage ou vouloir moins investir, moins prendre de risques. Que les repreneurs qui, eux, ont plein d'idées, ils commencent à avoir du pouvoir et de l'influence, ils veulent s'endetter, ils veulent prendre des risques, ils veulent développer des nouveaux marchés, ils veulent prendre un virage numérique, ils veulent s'adapter à développer des... Bref, donc il y a comme une espèce de force contraire qui s'affronte continuellement, mais c'est important d'en prendre en compte. L'autre chose, les conjoints que je parlais tantôt, qui ne souhaitent pas, des membres de la famille, là, qui ne sont pas impliqués dans l'entreprise, mais qui ne souhaitent pas que leur conjointe passe nécessairement 60 heures par semaine dans l'entreprise, puis pas pouvoir contribuer à la vie familiale, bien ça, c'est à prendre en compte. Dans d'autres cas, le setup peut être différent, mais chose certaine, il faut le savoir. Puis je pense qu'il faut le prendre en compte. Même chose pour les employés clés. Ensuite, troisième conseil, c'est vraiment d'évaluer et prioriser plusieurs scénarios. Et ça, je ne peux pas mettre l'emphase assez sur cet élément-là, surtout pour ceux qui transfèrent leur entreprise. Je vous le dis, là, c'est très, très rare que lorsque j'accompagne une entreprise, que le scénario initial qui est dans la tête du cédant, c'est celui qui se concrétise. Il y a un paquet de choses qui se passent, puis il y a des ajustements qui doivent être apportés au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire que le scénario final va être moins bon que le premier. C'est juste que celui qu'on imagine parfois n'est pas celui qui se concrétise. Puis même si le scénario est différent, il peut être tout aussi bénéfique. Mais il faut juste se donner cette latitude-là, puis évaluer différents scénarios dès le début, pour ensuite être capable de voir qu'est-ce qui émerge comme étant le plus avantageux pour les diverses parties prenantes. Ensuite, je vous invite à concevoir un plan d'affaires, un plan stratégique, un plan de transfert étoffé, documenté à court, moyen et long terme. Et de le concevoir en équipe, de ne pas faire un plan stratégique uniquement avec les gens qui sont actuellement actionnaires. Vous voulez inclure votre élève aussi là-dedans. Hein? Vous voulez peut-être impliquer aussi des gens du comité consultatif ou des conseillers externes pour vous aider à faire la planification stratégique, pour vous assurer que ça prend en compte les besoins du marché, les besoins de croissance de l'entreprise, les besoins d'investissement dans l'entreprise, mais aussi les besoins individuels de toutes les parties prenantes. Donc, c'est un plan d'affaires, un plan stratégique qui inclut un volet important dans le volet de transfert de propriété de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est un plan stratégique, un plan d'affaires plus, qui inclut un volet important qui est la relève et le transfert d'entreprise. Donc, ce n'est pas plus que faire une planification stratégique qu'un plan normal avec cet élément-là qui s'ajoute, bien entendu. Ensuite, dernier conseil, il peut vraiment sage, et dans les diapos précédentes, je l'ai amené plus à la quatrième phase, créer un comité consultatif, un comité aviseur. Donc, un espèce de conseil d'administration qui n'est pas légalement lié par les mêmes contraintes qu'un vrai CA, mais qui va conseiller, dans le fond, les actionnaires de l'entreprise, qui ont un regard externe, un regard neutre de la famille et des employés qui sont au sein de l'entreprise. Ça, c'est une bonne pratique. Et je vous dirais que c'est souvent intéressant de mettre en place ce comité consultatif-là avant même l'étape 4. Je voudrais le plus tôt possible. Donc, à la limite, ça peut être à l'étape 1, mais ça dépend de la taille de votre entreprise et de la maturité organisationnelle, mais chose certaine, au moins vers l'étape 3 et 4, je pense qu'il faudrait le considérer, c'est avantageux. Il peut y avoir un conseil de famille qui est mis en place aussi. Je ne vais pas aller dans les détails là-dedans, mais lorsqu'il y a un grand patrimoine familial, c'est intéressant des fois d'inclure un comité où il y a des membres de la famille, comme par exemple des conjoints qui ne travaillent pas dans l'entreprise, qui ne sont pas actionnaires, peuvent siéger sur un conseil de famille pour quand même considérer des orientations comme les valeurs, comme comment on va faire fructifier le patrimoine familial. Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant, mais ça dépend évidemment là, du contexte. Donc, je vais passer à la période des questions. Juste avant, je veux quand même vous soulever, dans le fond, que la conférence d'aujourd'hui, dans le fond, a été montée là, en collaboration avec l'Ordre des CPA. Puis l'Ordre des CPA peut vous soutenir de diverses manières. Si vous êtes en processus de transfert, vous pouvez trouver, dans le fond, un CPA à l'aide du répertoire là, qui est disponible sur le site web de l'Ordre. Vous pouvez chercher par expertise, par mots-clés, par région, pour trouver un bon CPA qui peut vous accompagner dans votre fiscalité, dans votre évaluation d'entreprise, bien entendu, dans votre vérification diligente, dans votre accompagnement, comme je mentionnais tantôt, là, au cours du transfert.
Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là. Puis sur le site de l'Ordre aussi, il y a, dans le fond, les diapos qu'on vous a présentés aujourd'hui, là, que vous pouvez télécharger sur le microsite des 20 minutes CPA. Il y a ce sujet-là, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont faits par d'autres de mes collègues qui peuvent vous intéresser. Donc, vous pouvez voir les prochaines conférences, vous inscrire et aussi télécharger les diapos, les contenus, puis les outils qui sont disponibles. Donc, tout ça est gratuit. C'est offert là, gracieusement par l'Ordre des CPA. Donc, moi, je vous passerai le micro ou je passerai à la période des questions, s'il y en a. Donc, peut-être que mes collègues de la co-animation pourraient m'aider sur la gestion des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main? On pourrait vous faire intervenir. Ils sont peut-être gênés. Bien, moi, j'aurais une question. On voit, pour le transfert d'entreprise au niveau fédéral, au niveau fiscal, il y a eu le projet de loi C-208, alors qui a été adopté, mais qui est encore en étude. Est-ce que ça fait en sorte que les cédants attendent pour pouvoir faire un transfert auprès des membres de leur famille? Et c'est pour ça qu'il y a quand même une catégorie importante d'indécis dans les cédants. Je pose la question, là. La question est bonne. Effectivement, ce projet de loi-là qui est arrivé un peu in extremis et un peu de façon inattendue, mais qui était souhaité et demandé par l'industrie depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, ça, je vous dirais que oui, ça peut expliquer, mais je reviens à ce que je disais tantôt. Ça vient toucher la transaction. Entre l'étape 2 et 3. Mais je vous dirais que toute l'étape 1 et 2 devrait être entamée. Mais la réalité, c'est que les gens, parce qu'il y a un souci de ce type-là, ou il y a un souci fiscal, je vais mettre en place une fiducie familiale, ce serait plus avantageux, je ne suis pas là, je n'ai pas le temps d'en occuper, mais ils ne s'occupent pas du 1 et 2. C'est ça le défi. Fait que oui, ça peut faire partie de l'équation, mais je vous rappellerai quand même, ça dépend de la valeur de l'entreprise, mais ça a un impact sur une valeur du gain de capital qui est relativement minime si l'entreprise vaut quand même. Ça vaut moins que le gain de capital, ça ne s'applique pas. Puis ça vaut plus, c'est quand même relativement minime l'impact. C'est sûr que oui, on va attendre, mais je vous dirais que là, c'est sur le point de passer. On ne devrait pas se ralentir, surtout pas avec la bonne nouvelle que ce projet de loi-là a été déposé. Excellent. Peut-être un autre élément aussi, à moins qu'il y ait une autre question, il y a peut-être un élément, je fais du pouce là-dessus. Non, il n'y a pas de main levée, là. Et peut-être un autre élément important pour le transfert d'entreprise à des employés clés, notamment. Il y a quelque chose qui est très méconnu et qui est fort intéressant selon moi pour financer. Parce que souvent, on va dire, oui, j'ai des bons employés clés, mais ils n'ont pas les moyens de me racheter. Première des choses, puis là, il y a des gens à l'écoute là, qui viennent des institutions financières. Je vous dirais qu'il y a beaucoup, en tout cas pour une entreprise traditionnelle qui a des actifs tangibles et qui est pas trop surendetté sur les actifs tangibles, il y a vraiment une possibilité, plein de produits qui existent dans le marché pour transformer, dans le fond, de l'équité en dette pour favoriser un transfert à même la capacité d'emprunt de l'entreprise. Bref, oui, ça nécessite que l'entreprise finance ce transfert-là, mais ça permet peut-être aux cédants d'avoir un meilleur prix, par contre. Donc, bref, il y a beaucoup plus de possibilités qu'on pense. Et une autre possibilité qui est sous-estimée, c'est le rachat d'actions de l'entreprise par une coopérative de travailleurs actionnaires. C'est-à-dire qu'il y a des employés clés qui peuvent former une coopérative et racheter des actions d'une entreprise incorporée à hauteur de X % pour faire un transfert. Et l'avantage que ça a, c'est qu'il y a des programmes d'aide financière et d'accompagnement spécifiques à la création de coopératives de travailleurs actionnaires en vue d'un rachat ou d'un transfert d'entreprise. Donc, la formule coop est méconnue, mais permet dans certains cas, des transferts des employés clés où on pensait au départ qu'ils n'ont pas autant de moyens. Fait que ça, avec les programmes disponibles à travers les banques traditionnelles, des prêts cash flow sur des prêts cash flow, des prêts sur des actifs existants, je vous dirais, d'une entreprise qui n'est pas surendettée, il y a vraiment plus de possibilités qu'on pense. Puis ça permet aux cédants d'avoir un bon prix parce que le financement est comme impliqué grâce à l'entreprise. Donc, je voulais le souligner parce que c'est des éléments qui sont souvent vus comme un blocage, l'aspect financement. Puis c'est sûr, mais il y a beaucoup d'argent dans le marché présentement. Un bon modèle d'affaires, un bon plan d'affaires, une bonne relève talentueuse,
Je vous jure qu'il y a beaucoup d'institutions financières qui vont être prêtes à embarquer dans le bateau, mais évidemment, il faut que les ratios se tiennent, il faut que la rentabilité soit là, il faut qu'il y ait une équipe solide, il faut qu'il y ait un plan de match. Mais s'il y a un plan de match, il ne manque pas d'argent. D'accord. Il y avait une question pour… Madame Nancy Squires, vous pouvez parler. Oui. Vous pouvez mettre votre caméra si vous désirez. La caméra, je ne sais pas trop où je vais la trouver. Ah, elle est ici aussi. Et je pense là. Allô? Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment toute de la nouvelle information pour moi. Puis je me questionnais à savoir à quel endroit je peux trouver des informations par rapport au plan de relève, comment faire un plan de relève. Puis est-ce que dans le plan de relève, j'imagine, il y a aussi tout le plan d'affaires. Puis est-ce que le plan d'affaires, c'est mon plan d'affaires que j'ai fait il y a 8 ans ou bien… c'est ça, j'aurais aimé ça avoir comme démêler ces informations-là puis trouver où je peux aller chercher l'information. Oui. En fait, la question est bonne, puis j'avoue que de sources disponibles gratuitement sur un plan de relève, je ne suis pas certain, mais les bonnes sources d'information, il y a la famille en affaires HEC Montréal, qui est une composante de HEC Montréal qui a beaucoup d'outils d'accompagnement pour les entrepreneurs en mode relève. Il y a aussi le CETEC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Je ne pense pas qu'il y ait ce genre d'outils-là. Moi, je suis proche d'eux, puis je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Puis en général, c'est plus les gens qui accompagnent, qui aident. Mais je comprends que vous voulez être autonome. Mais par contre, vous avez raison sur une chose, c'est que si vous avez déjà un plan d'affaires que vous avez fait il y a X années, probablement, il faut le réactualiser. Donc, dites-vous qu'il faut réactualiser ça dans le contexte actuel, surtout post-pandémie. Il faut réactualiser le plan d'affaires puis ajouter une composante de transfert. Puis les diapos que vous avez vus là, c'est les éléments importants à considérer. Donc, à quelque part, c'est de dire, où j'en suis dans les 4 étapes, puis qu'est-ce que je prévois réaliser dans les 3 prochaines années, mon plan stratégique. Puis après ça, c'est réfléchir à ce qu'on vous a présenté là. Fait que je vous dirais, prenez votre plan d'affaires, réactualisez-le. Je vous invite vraiment à faire une planification d'ordre stratégique où vous considérez l'environnement interne ou l'environnement externe et aussi d'ajouter à ça le volet transfert où vous pouvez vous inspirer de ce qu'il y a dans ça. Mais sinon, il y a Business Family Foundation aussi, là, je ne sais pas le dire en français, la Fondation des familles en affaires. Qui a aussi des sources intéressantes, je vous dirais. Mais ils n'ont pas d'outils, je pense, aussi spécifiques que vous décrivez là. Mais c'est des sources d'information très valables. CETEC, Famille en affaires HEC, c'est les 2 que je recommanderais, puis Business Family Foundation. OK. Mais si on prend, par exemple, un intervenant externe, un peu comme le CPA, par exemple, bien, lui, il peut nous accompagner pour faire le plan de relève puis intégrer l'actualisation du plan d'affaires et tout, là. Oui, c'est ça. Mais je vous dirais que, tu sais, puis encore là, dans le CPA, il y a différentes spécialités. Là, tu sais, c'est que tu as des CPA qui vont être plus spécialisés en audit, en vérification diligente, en évaluation d'entreprise. C'est ça, ils ont un bout. Il y a d'autres CPA comme moi qui vont plus travailler justement à développer une planification stratégique, un plan d'affaires, des prévisions financières pour le plan. Fait qu'effectivement, je vous dirais que oui, les CPA, tout à fait, là, mais ça peut être plusieurs CPA qui vont vous aider en fonction de leur expertise. Il va y avoir des CPA qui vont plus en fiscalité. Fait que les CPA peuvent travailler ensemble et dire, OK, on a du bout là, après ça, on passe au fiscaliste, on passe à celui qui fait l'évaluation d'entreprise, on passe à la vérification diligente, puis après ça, il y a aussi des avocats, des notaires qui embarquent là-dedans, etc. Là. Donc, les financiers, mais oui. Ouais. Puis, j'ai encore une question. J'ai-tu le droit d'avoir une autre question? Ou… Ben oui. OK. Bien, c'est ça, je me demandais aussi, en termes de temps, puis en termes de budget aussi, à quoi on peut s'attendre d'avoir un intervenant externe qui va accompagner, dans le fond, le cédant et le repreneur pendant toute la démarche. Je sais qu'il y a toutes sortes d'entreprises, puis ça va dépendre aussi de la grosseur de l'entreprise, de tout ce qui est accédé, tout ça, mais c'est ça. Moi, c'est un petit commerce de détail. C'est pas une entreprise qui vaut 8 millions. Là. Fait que, c'est pas une grosse affaire. Fait que, à quoi on peut s'attendre en termes de temps puis en termes de budget à investir là, dans ça? Ouais. Ça varie beaucoup, mais la question est tout à fait pertinente. Là. Je vais essayer d'y répondre comme ça. C'est l'aspect transaction, OK? Donc,
tout l'aspect de faire une convention d'actionnaire s'il y a lieu, de faire le contrat de vente, faire la vérification de diligence. Tout ça, ça dépend de la complexité et de la taille de l'entreprise, mais il y a comme un bon montant à prévoir là, en transaction. Puis moi, je suis moins habilité, mais je vous dirais que plus le setup est simple, ça coûte cher. Mais quand tu commences à jouer avec des fiducies familiales, après ça, des holdings de gestion, après ça, là, ça commence à être plus compliqué, mais il y a de la valeur à le faire au bout du compte, dans certains cas. Mais bref, fait que ça, c'est dur. Par contre, l'accompagnement, je pense que c'est surtout ça que vous voulez savoir pour les 4 phases. Là. Moi, je vous dirais sincèrement, là, en général, la plupart des entreprises, je les accompagne à raison d'une demi-journée par semaine. À peu près. Cool. Mais l'idée, c'est que c'est à petite dose pendant longtemps. À un moment donné, on arrive sur le bord de la transaction, là, c'est sûr que là, il y a plus de travail à faire pour tester tout ça, mais l'idée, c'est plus d'entamer une réflexion, de se faire sur une base régulière pour qu'il y ait le fatigant là, qui pose la question où vous en êtes là-dessus? OK, on peut-tu parler de ça? Puis la discussion difficile qu'on n'a pas le goût d'avoir parce qu'on sait qu'on n'a pas le même point de vue, bien, il y a quelqu'un qui colle le meeting, il y a quelqu'un qui l'anime, qui le facilite. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est à petite dose pendant longtemps. Fait que la beauté de l'affaire, c'est que tu n'as pas besoin d'un gros investissement, tu le finances en même ton cash flow parce que c'est à petite dose longtemps. Il n'y a pas trop d'inquiétude sur du bout de là. Je dirais, il n'y a pas d'entreprises qui n'ont pas les moyens de le payer, là, je pense, si l'entreprise est rentable. Après ça, la transaction, ben là, ça dépend de l'ampleur. OK. Bien, c'est super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui lèvent la main? C'est un sujet très intéressant. Est-ce que tout a été dit? Pour ma part, c'est l'essentiel. Daniel Collin dit merci beaucoup pour votre présentation très instructive et aidante. Parfait. Alors, donc, ceci pourrait clore notre belle présentation. Monsieur Filion, je vous remercie beaucoup. Vraiment, c'était vraiment une belle présentation. Et sachez que la présentation sera sur notre site Internet et nous allons l'envoyer également sur les réseaux sociaux. Alors, merci à l'ordre des CPA. Les présentations 20 minutes des CPA, c'est vraiment très intéressant. Alors, parlez-en à vos collègues pour la prochaine qui aura lieu, je ne me souviens pas la date exacte, désolée, mais vous allez recevoir de l'invitation. Alors, sur ça, merci beaucoup, bonne journée et on se revoit très bientôt. Merci, Madame Lebel. Au revoir. Merci, Olivier. Bonne fin de journée.